je pense que le moment est venu de faire un petit bilan de mes lectures de 2022. My babe don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna baby stand to see me walk out the door? J'ai envie de clôturer cette année avec un petit bilan lecture, avec le top de mes meilleures lectures et puis revenir un petit peu sur bah voilà, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ce que j'ai lu globalement, même si vous pouvez regarder mon compte Goodreads. Il y aura un lien vers mon compte Goodreads en description, donc n'hésitez pas à aller regarder. Mais voilà, j'avais envie de revenir un petit peu avec vous sur cette année en lecture, à commencer par le nombre de livres lus, puisque voilà, j'ai regardé un petit peu sur Goodreads, j'ai mes notes qui sont juste là. J'ai lu 70 livres, pour l'instant j'en suis à 69, mais l'année n'est pas terminée donc je peux encore lire un petit graphique. Et rien que ça en fait ça m'a un petit peu déçue parce que j'avais mis mon objectif à 100 livres à la base. Et arrivé au mois de novembre, je me suis dit mais à quel moment je me suis dit que je pourrais lire 100 livres en une année en fait. Et je me suis rendu compte que l'année dernière j'avais lu 98 livres, mine de rien c'est pas mal du tout. Cette année j'ai eu des petits passages à vide qui ont fait que j'ai pas trop lu. Donc 70 livres, ce qui est quand même honorable. Enfin, quand je vois le bilan de certaines autres personnes qui lisent plus de 200 livres dans l'année, voilà. Mais c'est pas grave, on en reparlera dans une autre vidéo que je prépare, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. En termes de proportion de livres, en fait, j'ai lu une vingtaine de romans à peu près, pour une cinquantaine de graphiques. Grosso modo, j'ai lu un essai, c'est tout. C'était Vénère de Théos Merakchi que j'ai beaucoup aimé. Et au niveau de mes tops et de mes déceptions, j'ai séparé ça en plusieurs catégories. On va commencer par les déceptions parce que ça ira vite et puis après on continuera sur des bonnes vibes et ça sera plus sympa. Alors Cotton Tales de Loputin que j'ai toujours mais je ne sais pas où il est donc je n'arrive pas à mettre la main dessus, mais le tome 2 de Cotton Tales m'a vraiment déçue. Alors je pourrais même pas vous faire un résumé de l'histoire mais je vous mettrai une image ici. Loputin vraiment j'adore son graphisme, je suis amoureuse de son univers visuel mais définitivement en termes de narration je pense que c'est mal traduit. En tout cas j'ai tendance à dire que c'est mal traduit. Peut-être qu'elle a simplement un problème avec la narration, et ça c'est possible. C'est dommage parce que graphiquement c'est très joli, l'univers est très beau, mais vraiment en lisant ce second tome c'était encore pire que le premier. Il y a très peu de cohérence finalement, on sait pas où on va, on sait pas du tout quels sont les tenants et les aboutissants de cette histoire, et c'est hyper dommage quand on a un livre aussi joli. Et voilà, pourtant je continuerai je pense à lire Loputin parce que j'adore ce qu'elle fait en termes de dessin, d'univers graphique, mais scénaristiquement ça laisse vraiment à désirer. Deux livres que je n'ai plus avec moi, mais il s'agit de Heidi au printemps de Maryse Pénal, donc je vous mettrai une image ici. Je l'ai remis sur Vinted en fait, et je l'ai revendu parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Alors c'était sympa, il y avait des bonnes idées exploitées. On va voir la jeune Heidi qu'on connaît dans les histoires pour enfants depuis toujours, qui a bien grandi et qui va découvrir ses envies à elle, ses ambitions, ses désirs aussi. Enfin, c'est assez intéressant, mais je trouve que c'est dommage parce qu'on passe du coq à l'âne en fait tout le temps. Et ça aurait pu être très très bien si certaines idées avaient été plus exploitées, en tout cas à mes yeux. Mais malheureusement, on touche du doigt certaines choses qui sont vite mises de côté et j'ai trouvé ça dommage. Et puis la fin m'a un petit peu mise mal à l'aise. Donc voilà, je l'ai revendu. Malheureusement, graphiquement, il était très très joli, mais ça l'a pas fait. Aussi dans les déceptions, alors là c'est très récent, ne regarde pas derrière toi. Pareil, je vous mettrai une image parce que j'ai remis sur Vinted en fait, parce que vraiment ça ne l'a pas fait du tout pour moi. C'est l'histoire d'une fille qui voit apparaître une ombre et qui va essayer de comprendre qui elle est et pourquoi elle est là en fait. Et on apprend assez rapidement qu'elle appartient à un jeu vidéo. Et elle va essayer de découvrir pourquoi et qui est cette ombre. Et c'est complètement chaotique comme histoire. On touche du doigt pas mal de choses, encore une fois, il y a des indices qui sont laissés, on va explorer pas mal de pistes, on nous lâche des petites bribes d'histoire comme ça, mais il n'y a rien de cohérent, je trouve, et j'ai trouvé ça très dommage. Et voilà, je... Voilà, graphiquement c'était sympa, il y avait des idées assez intéressantes, mais ça l'a pas fait du tout, et pour moi il est pas... Enfin, j'ai l'impression qu'il est pas abouti en fait, donc c'est vraiment dommage. Dernière semi-déception, et là c'est récent de chez récent puisque c'est un livre que j'ai eu à Noël et que j'ai déjà lu. Il s'agit du Spectateur de Théo Grosjean que mon frère m'a offert. J'apprécie énormément la démarche parce que j'aime qu'on m'offre des livres auxquels je m'attends pas et je sais que c'est compliqué pour mes proches de m'offrir des livres étant donné que j'en ai déjà beaucoup, mais là j'avoue qu'il est... Alors il est pas tombé à plat, mais comment dire, on va suivre la vie d'un personnage qui ne parle pas, qui ne fait qu'observer, en fait on est de son point de vue. Donc c'est assez intéressant puisqu'en fait on voit tout à travers ses yeux, c'est intéressant, mais par contre c'est
cafarlande ce livre. Vraiment, c'est-à-dire que je l'ai fini, et je pense que si je l'avais lu il y a quelques mois, je me serais jetée d'un pont, quoi. Vraiment, c'est la déprime de bout en bout, il se passe rien de positif, rien de bien, enfin c'est terrible, et c'est dommage. Graphiquement, c'est assez sympa en plus, il y a des personnages qui sont attachants, enfin voilà, on s'attache au personnage principal quand même, on a beaucoup d'empathie pour lui, mais vraiment, il est extrêmement énervant, ce bouquin. Voilà, donc c'est pas une vraie déception, parce qu'il y a des bonnes choses dedans, il y a des choses que j'ai appréciées, mais globalement, voilà, il faut vraiment être dans un très 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 bon mood pour le lire, et vraiment c'est la déprime. Maintenant qu'on en a fini avec les déceptions, semi-déceptions, je pense qu'on va pouvoir passer au coup de cœur. Les coups de cœur de l'année par ordre chronologique, je pense. À commencer par Ce que Frida m'a donné de Rosa Maria Undasuki, publié chez Zulma. C'était une lecture complètement inattendue, c'est un cadeau de mon père, et je pense que je me serais jamais penchée vers ce livre si on me l'avait pas offert, donc vraiment j'encourage les gens à aller vers ce bouquin parce qu'on n'en entend pas assez parler finalement. C'est un livre assez particulier puisque, alors c'est un roman, mais finalement il est très très illustré puisque Rosa Maria Undasuki est une artiste, elle est peintre, et en fait ce livre a été écrit pendant qu'elle préparait une exposition sur la maison de Frida Kahlo. Et donc elle a observé pendant 5 ans, je crois, toutes les coutures, toutes les facettes de la maison de Frida Kahlo, donc la Casa Azul au Mexique, pour la dessiner et pour essayer de représenter quelque chose de Frida à travers ses peintures, mais finalement aussi d'elle-même. Et en fait, dans ce livre qui prend la forme un petit peu d'un journal de bord, ou d'un journal intime même, elle va revenir sur l'histoire de Frida Kahlo, son histoire avec Frida Kahlo, d'une certaine manière, et tout un tas d'autres thématiques qui vont rentrer en jeu, notamment son lien avec son père, sa vie au Venezuela, les bouleversements qu'a connu son pays et sa famille et son entourage. Enfin, on va traverser énormément de choses à travers son lien avec Frida Kahlo qu'elle n'a jamais connu, mais qu'elle a toujours admiré, et elle en parle avec un respect et une déférence qui sont assez incroyables, je trouve, parce que même si on a vu beaucoup de choses sur Frida Kahlo, beaucoup d'artistes qui ont repris, bah voilà, Benjamin Lacombe a fait Frida, qui est un très très beau livre, Maria Hess aussi a fait un livre qui prend la forme d'un journal intime de Frida Kahlo, mais à chaque fois c'est des artistes qui vont se mettre dans sa peau, alors que là on a une distance très respectueuse et très pudique, et en même temps une intimité qui sont assez épatantes et assez poignantes, je trouve. Enfin vraiment c'est un livre qui est plein de, de beauté, en même temps plein de réalité, et c'était vraiment une petite claque que je me suis prise parce que je m'attendais pas du tout à ce que j'allais lire, et vraiment on n'en entend pas assez parler, quoi. C'est une merveille, et vraiment je vous encourage à le lire. Je pense que ça peut parler à la fois aux fans de Frida Kahlo et aux gens qui sont des néophytes de cet artiste, parce que personnellement c'est voilà, quelqu'un dont l'histoire m'intéresse, certaines toiles m'intéressent aussi, mais après je suis pas une fan inconditionnelle de Frida Kahlo, et pourtant c'est extrêmement intéressant. Il y a aussi une dimension historique qui est super intéressante, et voilà, je conseille ce que Frida. Ma deuxième lecture coup de cœur de cette année, c'était Les Nuits Bleues d'Anne-Fleur Multon, que je vais vous mettre ici parce que je l'ai pas dans ma bibliothèque pour l'instant. C'est encore une fois un récit qui est très intime, qui va parler de la période du confinement, durant laquelle Anne-Fleur Multon a commencé sa relation avec sa compagne et après épouse, donc qui s'appelle Sarah. Et c'est un texte qui se lit assez rapidement, vraiment, c'est très rapide à lire, c'est très fluide, on rentre vite dans leur histoire. Et j'ai été frappée par la beauté de ce texte, en fait, parce qu'à la fois il est extrêmement poétique, et en même temps il y a une espèce de côté très brut. J'ai énormément aimé cette lecture qui m'a frappée par instant, et auquel on se relie forcément parce que bah voilà, ça se déroule pendant le premier confinement, donc forcément il y a des choses qui remontent avec cette lecture qui sont assez étranges, en fait, ça fait naître des sentiments totalement improbables, et j'ai été très très touchée par ce texte. C'est très beau, c'est très brut, c'est très organique, c'est très intime et à la fois très viscéral, et ça a quelque chose voilà, c'est une espèce de hurlement, mais d'une douceur incroyable. Alors, autre coup de cœur, mais assez différent, Good Omens de Terry Pratchett et Neil Gaiman, c'est loin d'être une nouveauté, c'était une très très chouette lecture. On va rencontrer du coup deux personnages, un démon et un ange, qui sont sur Terre depuis la création et qui sont obligés de collaborer un petit peu depuis, même si ils sont censés être des ennemis naturels. Finalement, ils ont un attachement l'un à l'autre qui est assez improbable et en même temps très fort. Et donc leur mission, ça va être
d'encadrer l'antéchrist jusqu'au moment de l'apocalypse. Voilà. Sauf d'une part, c'est des bras cassés, d'autre part, ils ont plus tellement envie de voir la fin du monde arriver, et donc ils vont essayer de réparer un peu leurs conneries et voilà, d'essayer un petit peu d'empêcher des catastrophes d'arriver. C'est un univers qui est blindé de références, qui est ultra piquant, qui est super drôle. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire parce que Neil Gaiman et Terry Pratchett, on n'a plus besoin de prouver leur valeur, quelle qu'elle soit, mais juste c'était une soupape d'humour et d'émerveillement presque que j'ai adoré. Et j'avais vu la série quand elle est sortie, et vraiment ça vaut le coup de lire le bouquin parce que je crois que j'ai plus ri en lisant le livre qu'en regardant la série, même si j'avoue qu'elle a été bien adaptée et que j'avais quand même en tête les deux acteurs en fait, tellement ils étaient bien incarnés, donc je trouve que c'est une petite réussite pour la série, et vraiment j'ai pas d'argument, lisez Good Omens si vous avez envie de rire en fait, c'est juste trop bien pensé. Et mon dernier coup de cœur en date, qui est aussi l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année, il s'agit de Des Oiseaux du Temps d'Amal El-Mottar et Max Gladstone chez Nemos. C'est un roman épistolaire dans lequel on va suivre deux femmes qui vont s'affronter dans une guerre à travers le temps et l'espace. Chacune appartient à deux camps qui s'opposent, et en fait elles vont commencer à se laisser des messages sur le champ de bataille pour se narguer un petit peu, et ça va assez rapidement évoluer, devenir une amitié puis une romance qui va être extrêmement puissante, qui est évidemment interdite et dangereuse, mais qui est absolument sublime aussi. Et vraiment ce livre-là, ça faisait longtemps que je voulais le lire, et il était dans un coin de ma tête, et c'est presque par hasard que je l'ai pris pendant ce Pumpkin Autumn Challenge, et je ne regrette absolument pas une seule seconde cette lecture. C'est à tel point que je l'avais commencé en numérique et j'ai fini par me le prendre en papier parce que j'avais besoin de pouvoir le feuilleter, la noter, voilà, le rendre cette histoire tangible et pouvoir y revenir et pouvoir vraiment me l'approprier parce que c'était d'une beauté incroyable en fait. C'est à la fois extrêmement beau, extrêmement dur, extrêmement poétique. On a vraiment déjà les deux plumes de Max Gladstone et Amal El-Mottar qui se mêlent avec une fluidité qui est assez incroyable. Et alors je vais passer pour une tarée, mais c'est pas grave, c'est pas la première fois que j'en parle. Il est littéralement délicieux. C'est-à-dire que quand je l'ai lu, il y avait vraiment des moments où j'avais ce truc de gourmandise de lecture. J'ai retrouvé quand je dis de goût pour la lecture, c'est vraiment au sens le plus gustatif du terme, quoi. Ce goût pour les mots, pour les belles tournures de phrases, pour la poésie, pour vraiment la beauté de la littérature. Enfin vraiment, j'ai retrouvé quelque chose que je n'avais pas trouvé depuis longtemps dans un bouquin, et auquel je m'attendais pas à trouver dans un livre de science-fiction en fait. Et vraiment, je le conseille, j'ai envie de le mettre entre toutes les mains parce qu'il est d'une beauté incroyable. Enfin vraiment, je pense que non seulement c'est mon coup de cœur de l'année, mais c'est un coup de cœur intersidéral pour ma part. Donc voilà, vous en entendrez encore parler, il n'y a pas de souci, je vais vous rabâcher les oreilles avec ça longtemps, mais Les Oiseaux du Temps, c'est une vraie merveille. Coucou! J'étais en train de faire le montage de cette vidéo, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que toute une partie de mes rushs avait disparu. Donc voilà, changement de lumière peut-être, de tête probablement. Je me vois contrainte de retourner le passage de mes favoris, mes top lectures graphiques et albums jeunesse de cette année. Donc allons-y gaiement. Je commence avec Malgré tout de Jordi Lafèvre. C'était l'un de mes premiers coups de cœur graphiques de cette année. On est sur une romance entre deux personnages qui se sont rencontrés quand ils avaient une vingtaine d'années, qui sont tombés très amoureux mais qui ont vécu leur vie complètement séparément, et ils se retrouvent alors qu'ils ont 60 ans, et c'est là que commence notre histoire, lors de leur retrouvailles, et on va remonter le cours de leur histoire à rebours, donc leur vie en parallèle finalement, ponctuée de leur correspondance, des moments de rencontre, des appels qui vont se passer, et puis des moments marquants de leur vie. Et c'est vraiment une très chouette histoire. On a des personnages qui ont une personnalité hyper vibrante, qui sont super attachants. Il y a plein de jolies vérités dedans qui sont vraiment très chouettes à lire. Et puis j'ai adoré ce rythme qui s'accélère comme ça et qui part dans une espèce d'envolée super poignante, super lumineuse, vraiment un truc solaire que j'ai particulièrement apprécié. Je me souviens d'en avoir pleuré d'émotions, mais d'émotions très positives en fait. Et c'était vraiment une très jolie découverte. Mon deuxième coup de cœur, je ne l'ai pas ici, c'était un prêt, mais je vais vous le montrer
en image juste là. J'aimerais bien l'avoir dans ma bibliothèque d'ailleurs parce que j'aimerais pouvoir le prêter à mon tour. Il s'agit des Indésirables de Kiku Hughes. C'est un roman graphique à la fois historique et fantastique puisqu'on suit une adolescente de 16 ans qui est américaine, d'origine japonaise et qui va suivre sa mère sur les traces de ses ancêtres sans grande conviction parce que c'est une ado un petit peu cliché, qui a pas très envie d'être là, elle a autre chose à faire et puis vraiment elle est assez détachée de ses origines japonaises et elle va se retrouver projetée dans le passé au lendemain de Pearl Harbor alors que les Américains ont décidé en réaction à cet événement de parquer tous les ressortissants japonais sur le territoire américain dans des camps d'internement. Et donc elle va vivre cette déportation-là aux côtés de sa grand-mère et ça va être vraiment un passage très dur parce qu'elle va se rendre compte que c'est un pan de l'histoire qu'elle ne connaît pas, qui fait partie de ces deux histoires finalement à la fois américaine et japonaise, et elle va se rendre compte en fait que ça a été complètement passé sous silence, et que c'est quelque chose que l'histoire a tendance à oublier parce que c'est pas très reluisant, et donc on en fait un tabou. C'est vraiment une histoire qui va venir mettre en exergue l'importance de la mémoire en fait, l'importance de l'histoire, finalement qu'il est important de s'en rappeler pour éviter que l'histoire se répète, et il y a un parallèle qui est fait avec l'élection de Trump en 2016, qui est extrêmement bien amené et vraiment qui est révoltant en fait. Moi j'ai fermé ce livre avec un sentiment de colère énorme, une espèce d'urgence de partager cette lecture avec les autres parce que ça m'a complètement secouée, parce que c'était quelque chose que je ne connaissais pas non plus et je me suis dit mais c'est si important en fait. Et donc voilà, pour moi c'est une lecture importante, donc je le mets vraiment dans mon top de l'année parce que ça m'a complètement... Et le dernier, je ne l'ai pas non plus sur moi puisque je l'ai prêté déjà. Il s'agit de The Me You Love in the Dark de George Corona et Scotty Young, que je vous mets en image encore ici. C'est un comics publié chez Urban Comics dans la collection indépendante, et il s'agit d'un comics d'horreur, un tout petit livre qui se lit très très rapidement, presque un peu trop vite, mais qui est absolument délectable. On est sur une histoire d'horreur avec une peintre qui se trouve dans une maison soi-disant hantée, parce qu'elle a besoin d'inspiration. Elle va se rendre compte qu'il y a effectivement une entité qui vit dans cette maison et elle va commencer une relation avec cette chose. C'est très très joliment illustré, vraiment les jeux de lumière, de couleurs sont incroyables. Ça a un petit peu la saveur d'une histoire qu'on se raconte au coin du feu pour se faire flipper, et je trouve que c'est très très bien réussi, c'est très bien mené, et vraiment j'ai passé un très très bon moment qui m'a fait frissonner juste ce qu'il fallait, et je vous le conseille, je vous le recommande chaudement. J'ai déjà réussi à le faire lire à pas mal de gens, donc c'était un petit peu ma petite fierté, mais vraiment c'est ainsi que je passe à mes coups de cœur en album jeunesse, puisque je m'y suis un petit peu remise. Le fait d'avoir une nièce de 2 ans et demi, ça me donne une bonne excuse pour en acheter, et pourquoi s'en priver en fait. Et je commence par The Spider and the Fly, donc un poème de Mary Howitt qui date de 1829 et qui est illustré par Tony Diterlizzi, qui est un illustrateur que j'aime énormément. Et donc on est sur à peu près une réécriture du Corbeau et le Renard avec une araignée qui essaye d'attirer une mouche dans ses filets en essayant de l'avoir par la flatterie. C'est très très joli, c'est un poème donc très agréable à lire, et puis surtout illustré de manière absolument fabuleuse, on dirait un film noir. C'est merveilleux, je le lis et le relis sans m'en lasser. Je pense que je continuerai à le relire encore très très longtemps. Mon second coup de cœur en album jeunesse cette année, ça a été ce tout petit livre qui s'appelle Le secret du rocher noir de Joe Todd Stanton, édité chez l'École des loisirs. Alors là, c'est dans la collection de la petite bibliothèque, donc c'est vraiment des tout petits livres avec un dos toilé. Vraiment, il y a des planches qui valent le coup d'œil, et c'est presque dommage de les avoir en aussi petit, mais je trouve que c'est un format très sympa, il y a un joli travail éditorial, donc voilà, je tenais à le souligner. Dans Le secret du rocher noir, on va suivre une petite fille qui est très très curieuse, dont la mère est marin-pêcheur, et elle rêve d'aller sur son bateau, mais elle n'a pas le droit, et elle est très intriguée par cette espèce de légende qu'il y a autour d'un gros rocher noir au large de sa ville, qui apparemment causerait des naufrages, serait un petit peu mystique. Et elle décide un jour de se mettre un petit peu clandestinement sur le bateau de sa mère pour aller voir de plus près ce rocher noir, sauf qu'elle tombe à l'eau, et elle va tomber littéralement nez à nez avec le rocher noir, qui en fait est une créature qui abrite tout un écosystème et qu'elle va devoir protéger finalement. Et il y a vraiment des planches absolument magnifiques. C'est un genre de conte écologique un petit peu, qui est très doux, qui a vraiment des belles illustrations, et voilà, que j'ai déjà offert à un enfant qui a adoré, donc voilà, je le recommande encore une fois. Troisième coup de cœur de l'année, qui est donc peut-être écrit par Kobi Yamada et illustré par Gabriela Barouche. C'est un livre, un album dans lequel on va simplement énumérer des possibilités. Par exemple, sur l'une des pages, on va lire « Peut-être es-tu là pour aider les autres d'une façon dont toi seul es capable ». Et c'est très très joliment illustré, c'est d'une finesse et d'un détail incroyable, c'est très onirique. Et en fait, c'est juste ouvrir un petit peu le champ des possibles pour un enfant et même pour un adulte. Je pense que je l'ai lu vraiment au bon moment en fait, et j'en ai eu les larmes aux yeux. C'est très très beau, et vraiment je pense que tout le monde aimerait ce livre parce qu'il est beau, il est poétique, il est
très onirique et en même temps c'est juste un album qui fait du bien et je pense que même pour les adultes des fois ça fait du bien. Et je passe donc à ma toute dernière découverte et mon dernier coup de cœur de cette année puisque j'ai complètement craqué sur Trolls de Ellie S. Green et Lisa Guisquier chez Gulfstream Editor. C'est un album jeunesse de Noël. Dans cette histoire, les lutins du Père Noël sont à l'origine des trolls qui sèment le chaos à tout va et à chaque nouveau méfait, un pic va pousser sur leur corps et leur faire très très mal. Et en fait, ils n'ont de cesse de faire le mal jusqu'au moment où ils vont se rendre compte qu'en réparant les choses, ça va faire tomber les pics et donc les soulager au fur et à mesure. Donc ils vont se mettre à réparer plein de choses jusqu'au moment où il n'y a plus rien à réparer. Et donc ils vont s'exiler vers une maison par-delà la montagne où vit un vieil homme qui fabriquait des jouets mais qui ne peut plus exercer parce qu'il a mal aux mains. Et donc ils vont l'aider à non seulement continuer, terminer ses jouets, mais donc en fabriquer d'autres. C'est vraiment sympa à découvrir, il y a des très très jolis dessins, ça se passe dans le Grand Nord, et donc on a aussi de la mythologie nordique, avec notamment le dieu Loki, des dessins qui sont absolument magnifiques, enfin vraiment j'ai passé un très très chouette moment d'émerveillement en fait, vraiment, autant je lis pas de romances de Noël, de choses comme ça, autant les albums jeunesse de Noël, mais oui, j'adore ça. Et vraiment, celui-ci est très très chouette parce qu'il a ce côté pas kitsch de Noël, vraiment pas trop cliché en fait, mais vraiment cette ambiance nordique très froide, très onirique aussi, que j'ai vraiment adoré. C'est complètement féerique, c'est très beau, et vraiment je le conseille, foncez tant qu'on est encore en hiver et pas trop loin de Noël, mais vraiment, même pour l'année prochaine, ça vaut grave le coup, parce qu'il est trop bien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon bilan de cette année. J'ai quand même eu des très très belles lectures, malgré mes pannes de lecture successives. Je suis en train de terminer mes lectures de cette année. Je vais remettre Goodreads à zéro d'ici quelques jours, et ça sera le début d'une nouvelle aventure. Et voilà, j'espère que vous avez eu des bonnes lectures cette année. Faites-moi vos tops aussi dans les commentaires, parce que je suis curieuse de voir ce que vous avez aimé, et ce que vous me conseillez aussi, parce que c'est pas parce que c'est sorti l'année dernière que je peux pas le lire l'année suivante. Là j'ai des choses qui sont pas du tout récentes dans mes coups de cœur, mais que je regrette pas du tout d'avoir découvert cette année. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder dans la description si vous voulez des infos, me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à venir discuter avec moi, c'est pour ça que je suis là. J'espère que votre année s'est bien passée, j'espère que vous êtes prêts pour la nouvelle, et on se retrouve bientôt. To the sky like a bird in flight, who will be